Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs et à vos idées de sortie. Dans ce magazine, nous vous présenterons la nouvelle médiathèque de Montigny-le-Bretonneux, le Petit Canal. La structure en place provisoirement la médiathèque Le Canal qui est en rénovation. Il sera aussi question de trompe-l'œil dans cette émission. Les étudiants de l'école d'art mural de Versailles ont exposé leurs travaux dans l'enceinte du château. Et le week-end sera aussi sportif sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alexandre Vial vous propose ce samedi et ce dimanche un circuit training dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous le recevons sur ce plateau en fin d'émission. Après 2 semaines de fermeture, la médiathèque du Canal a investi ses nouveaux locaux ce mercredi. La structure accueille désormais le public au 2e étage du centre commercial SkyWest. La médiathèque passe de 2700 m² à 700 m² et s'appelle désormais le Petit Canal. Les détails avec Mélanie Poquet et Mathilde Capberne. Appelez-la dorénavant la médiathèque du Petit Canal. Depuis ce matin 10h, la structure a ouvert ses portes dans ses nouveaux locaux à SkyWest après 2 semaines de déménagement. J'ai une fille qui est très grosse liseuse et qui emprunte assez régulièrement des bouquins, donc on est assez impatients. C'est pas mal, c'est du provisoire, mais pour du provisoire, c'est profitable, c'est bon, c'est pas mal. Avant 10h, il y avait déjà pas mal de public qui attendait qu'on ouvre les portes. L'ensemble du personnel était là pour les accueillir. Donc pour nous, c'était un moment très, très attendu parce qu'on a passé de nombreuses semaines à préparer l'ouverture de cette médiathèque. Donc voilà, on est très content d'avoir de nouveau ouvert ses portes et puis de mettre à disposition tout cet espace. Un espace qui est plus réduit que les locaux situés sous le Théâtre National. Auparavant de 2700 m², il est dorénavant de 700 m². Une réduction qui demande une nouvelle organisation. On en a profité en fait pour faire des regroupements de collections. Donc notamment au niveau des documentaires, on a mélangé les collections pour adultes et pour enfants. Et on a souhaité là aussi quand même faire vivre cet espace, pas seulement par les collections qu'on propose, mais aussi par des rendez-vous. Donc on va continuer à organiser certains de nos rendez-vous ici. Et puis on a aussi profité de ce déménagement pour créer des partenariats avec des structures culturelles qui appartiennent à l'agglomération. La médiathèque du Petit Canal restera à SkyWest durant 1 an, le temps que les travaux de rénovation de l'ancien site soient terminés. L'accueil et les horaires, eux, n'ont pas changé. Pour nous parler de l'ouverture de la médiathèque Le Petit Canal, nous recevons sur ce plateau Cécile Ferraton. Alors vous êtes responsable du service aménagement et spectacle à la médiathèque Le Petit Canal. Alors justement, on l'a vu dans ce reportage, la médiathèque du Canal qui est passée de 2700 m² à 700 m² et elle s'appelle désormais donc le Petit Canal et non le Canal, voilà. Mais du coup, cette structure, est-ce qu'il y a exactement les mêmes documents qu'on avait dans l'ancienne structure Alors forcément, on en a beaucoup moins, puisqu'on a beaucoup moins de place, mais par contre, on a souhaité quand même pouvoir continuer à proposer tous les types de documents et tous les supports. Donc en fait, on a fait une sélection un petit peu pour chaque collection, pour que justement tous les usagers puissent quand même continuer à trouver des choses qui leur correspondent, sachant que chacun a finalement ses centres d'intérêt, donc n'attend pas la même chose finalement de la médiathèque. Et est-ce que du coup ça fonctionne exactement comme avant? Il n'y a pas de changement? Alors en termes de services et de propositions, non, c'est exactement le même système pour les inscriptions, pour les emprunts, pour les réservations. Tout ça, ça n'a pas changé. En fait, c'était vraiment une volonté. Les horaires non plus n'ont pas changé. C'était vraiment une volonté de rester sur les mêmes services proposés avec bien sûr un espace qui lui est adapté. Il y avait beaucoup de monde pour la réouverture mercredi dernier. Est-ce que c'était vraiment attendu cette ouverture? Donc ça a fermé pendant 2 semaines. Est-ce que cette ouverture était vraiment attendue par les habitués? Je pense qu'on peut dire ça, oui, c'était vraiment attendu. Alors effectivement, il y avait déjà des gens derrière les portes avant 10h mercredi. Et puis effectivement, quand on a regardé vraiment les statistiques le lendemain, on s'est rendu compte qu'on avait eu autant de monde au Petit Canal qu'un mercredi ordinaire à la médiathèque du Canal. Donc ce qui veut dire que je pense vraiment que les gens attendaient notre réouverture. Ouais. Et est-ce qu'au niveau des choix de documents, est-ce qu'il y en a autant que dans la précédente médiathèque? Alors non, effectivement, comme on est passé de 2700 m² à 700 m², on en a beaucoup moins. Donc effectivement, la sélection est beaucoup plus Et du coup, justement, restreinte. ça s'est passé comment pour cette sélection?
Alors en fait, on avait mis en place déjà des quotas de sélection par type de document, par support. Et puis à l'intérieur, en fait, on avait fait quelque chose d'un petit peu plus fin par genre musicaux, par exemple, ou par genre pour les films, ou à l'intérieur des romans, on avait pris plus de francophones ou plus d'anglo-saxons. Voilà, on avait en fait défini des critères de cet ordre-là pour nous aider à choisir justement. Parce que voilà, il fallait bien faire un choix. Donc ça n'a pas forcément été simple pour toutes les collections, pour les collègues aussi. Mais voilà, on s'est efforcé de faire quelque chose qui puisse correspondre à tout type d'usagers en fait. Donc dans la précédente médiathèque, il y avait également des animations. Est-ce qu'elles seront conservées dans cette médiathèque du Petit Canal? Alors on a fait en sorte de pouvoir en conserver le plus possible. Bien sûr, comme l'espace n'est pas le même, il y a des choses qui ne sont plus possibles. Donc, par exemple, les ateliers jeux vidéo qui étaient mis en place. Par contre, on a souhaité conserver en fait toutes les animations qui pouvaient être adaptées au lieu. Alors des fois, c'est la fréquence qui a changé, mais en tout cas, on continue à faire ces animations-là. Là aussi, c'était vraiment une volonté pour faire vivre le lieu en fait, et puis aussi ne pas perdre l'habitude en fait de ces animations-là, et puis continuer à fidéliser notre public ou un nouveau public d'ailleurs. Et quels seront les prochains rendez-vous justement? Alors justement, on a commencé dès mercredi en fait, on a repris nos rendez-vous réguliers. Dès le premier jour, voilà. Animation. Voilà, dès le premier jour une animation. Et là la prochaine elle est demain matin. Donc c'est un rendez-vous qui s'appelle Mon petit doigt m'a dit, donc qui est à destination des moins de 3 ans avec leurs parents. Et donc là vraiment on est sur des histoires, des petites comptines, des jeux de doigts qui sont faits donc avec les enfants et les parents et animés par des bibliothécaires. Alors le thème de demain c'est sur les insectes et les petites bêtes. Voilà. Et donc c'est ouvert à tout le monde? Alors là, oui, l'idée c'est vraiment de venir en famille. Par contre, c'est réservé aux plus petits. Là, on est vraiment sur un rendez-vous qui est pour les plus petits, donc les moins de 3 ans. Donc à partir des bébés jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Et donc ça se passe comment? Les parents viennent avec leurs enfants, les laissent sur place ou ils restent avec les enfants? Alors non, justement, là, ils restent avec eux, comme ce sont des tout petits. Et puis l'idée, c'est aussi qu'ils fassent finalement les jeux de doigts, les comptines, les histoires avec les enfants. Là, on est vraiment sur un temps d'échange, en fait, parents-enfants et bibliothécaires, en fait, qui sert uniquement de médiateur de toutes ces histoires, de toutes ces comptines. Et ce type de rendez-vous, il y en aura fréquemment à l'avenir? Alors oui, on essaye d'en faire entre 1 et 2 par mois, donc toujours le samedi matin à 10h30, et ça dure à peu près une demi-heure pour que justement les petits puissent rester attentifs à peu près ce temps-là en fait. Et est-ce qu'il y aura d'autres événements peut-être qui vont être créés dans la médiathèque Le Petit Canal? Alors, ou est-ce que justement le problème justement des 2700 m² qui passent à 700 m², ça vous bloque au niveau des animations? Alors pas forcément, il y a des choses que forcément on adapte, donc même les rendez-vous réguliers, comme les heures du conte ou les ateliers jeux, on va être obligé de les adapter un petit peu. Après, c'est aussi l'occasion pour nous peut-être de réorienter un petit peu ce qu'on fait, de repenser peut-être certaines choses ou de viser des publics peut-être un petit peu différents d'habituellement. Donc, par exemple, les ateliers jeux jusqu'à présent étaient plutôt orientés pour les enfants. Là, on souhaite que ça soit quelque chose qui soit aussi à destination des ados et des adultes, d'autant plus que ça sera finalement peut-être plus visible aussi de tout le public que ça l'était avant, puisqu'on était sur plusieurs étages. Et puis, il y a également des initiatives qui sont un petit peu différentes avec des partenaires. Donc, par exemple, on faisait jusqu'à présent des ateliers numériques. Et là, le prochain qui aura lieu samedi, il aura lieu à la Commanderie des Templiers. Puisqu'en fait, on a mis en place un partenariat. Et là, on aura à la fois la partie bibliothécaire avec un atelier numérique et l'intervention d'une artiste en résidence là-bas, en fait. Donc là, on a vraiment essayé de coupler... C'était l'occasion aussi de coupler peut-être différentes approches. Voilà. Merci beaucoup Cécile Ferraton, j'étais ravi de vous accueillir sur ce plateau. On passe tout de suite aux rendez-vous musicaux du week-end. Durant le mois d'avril, la musique du monde est à l'honneur à la Verrière. Des ateliers parents et enfants sont programmés à l'espace culturel Aimé Césaire pour découvrir en famille les traditions musicales de 5 régions du monde. Le reportage est signé Yolène Torres et Élodie Moine. Ils viennent du monde entier, d'Afrique, d'Asie ou encore d'Amérique. Ces instruments d'une qualité rare se sont installés à la Verrière au sein de l'espace culturel Aimé Césaire. L'objectif est de mettre en lumière les liens qui existent entre ces différentes traditions musicales. Certains de ces instruments peuvent avoir des liens très forts et certains de ces instruments ont une histoire commune et ont traversé les siècles, les frontières, ont traversé les océans pour migrer avec les peuples d'un pays à l'autre. En parallèle, des ateliers parents-enfants sont organisés, de quoi découvrir en famille les traditions musicales de 5 régions du monde. Ce jour-là, les percussions mandingues sont à l'honneur avec une initiation au djembé. Nous
avons tous un imaginaire en fait des musiques du monde, même si certains instruments nous semblent assez exotiques, avec des formes assez incroyables. On a tous en tête des sons, des musiques, des mélodies qui nous font penser immédiatement à l'Asie, à la Chine ou au Brésil. Encore. C'est un travail d'équipe en quelque sorte, parce qu'on fait pareil que les autres. Et si quelqu'un fausse à des accords, donc c'est un peu bien aussi, ça nous donne le rythme. C'est des instruments auxquels on n'avait jamais joué, donc on commence à sortir des sons alors qu'on n'a jamais sorti un son de n'importe quel instrument. C'est formidable ça. Je pense que les enfants arrivent beaucoup mieux que les parents. C'est pas évident. Prochaine session prévue le lundi 13 avril de 18h à 19h. Un spectacle de restitution est également prévu dans le mois. Nous poursuivons ce magazine avec une forme d'art, le trompe-l'œil. À l'occasion des Journées européennes de l'artisanat d'art, coup de projecteur sur cette technique. Les étudiants de l'école d'art mural de Versailles ont exposé leurs travaux dans l'enceinte du château. Un reportage signé Catherine Zulato. Ces motifs fleuris, ce sont des grotesques, l'art du trompe-l'œil proposé au regard des visiteurs du château de Versailles. Là, ils sont en train de réaliser des panneaux décoratifs d'inspiration 18e qu'on appelle des grotesques et voilà, qui leur demandent d'avoir une forme de dextérité dans le maniement du pinceau, dans le geste. Ce sont des ornements qui ont pour caractéristique justement que d'être adaptés au pinceau. C'est le pinceau qui fait la forme. Des grotesques, du faux marbre. Ici, au château de Versailles, le trompe-l'œil a toute sa place. C'en est même presque l'essence des lieux. Certes, on a du vrai marbre, on a de la vraie pierre, on a des boiseries magnifiques, mais on a aussi du trompe-l'œil, que ce soit du bois, que ce soit du bas-relief, que ce soit du faux marbre. Il y a des trompe-l'œil qui sont uniquement décoratifs et d'autres qui poussent jusqu'à être vraiment illusionnistes. Dans toute la peinture classique, il y a une notion de trompe-l'œil qui existe. Là, il y a une cage d'escalier entièrement en fausse moulure. Il y a beaucoup de faux marbre ici, un peu partout, mêlés au vrai marbre d'ailleurs, qu'on a parfois du mal à distinguer. J'aime bien toutes les imitations en fait, de faux, donner l'impression d'eux en fait. Et c'est quelque chose qui est très intéressant et très, très bluffant en fait aussi. L'école d'art mural de Versailles avait toute sa raison d'être ici au château, une façon aussi de faire connaître l'établissement installé dans le quartier Notre-Dame, une structure qui accueille peu d'élèves, une vingtaine seulement par session. Et à l'issue de la formation d'une année, 100% sont d'ailleurs sûrs de trouver un emploi. C'est un art français, tout d'abord, et de quoi je pense que c'est renommé dans le monde, pour la raison qu'on est quand même à Versailles, pour essayer de pérenniser cette activité. Il y a une vraie demande pour cette activité, même par des entreprises internationales. Alors les élèves ils vont travailler pour les entreprises qui se trouvent à Paris, comme également ils sont maintenant demandés d'autres pays, comme en Russie, comme en Chine et maintenant à Dubaï. Le trompe-l'œil, un savoir-faire dont on retrouve des traces dès le XVe siècle, un art qui se développe en France au XVIIIe siècle, un vrai style de précision et du détail. Coup de projecteur maintenant sur les sorties cinéma de la semaine. Je vous propose maintenant de retrouver la chronique cinéphile et nous débutons par les avis des spectateurs au micro de Mathilde Capberne. Je l'ai trouvé un peu pâteux. En soi, l'adaptation est plutôt bonne pour avoir lu le roman. Soit les décors et les costumes, la reconstitution est vraiment impeccable. Mais en soi, le scénario fonctionne bien et pour ceux qui aiment tout ce qui tourne autour de la Seconde Guerre mondiale sont satisfaits. Ah oui, un très très bon moment, vraiment exceptionnel comme film, vraiment exceptionnel, c'est vraiment un film à recommander. Et les acteurs formidables, formidables. Emma de Caunes, on ne la voit pas assez. Elle est très très bonne actrice, ils sont tous très très bien, c'est très émouvant, vraiment. Et c'est un film que vous recommandez à tout le monde ? Ah oui, je vais le recommander autour de moi, oui. Très intéressant et puis la condition de vie de ces temps-là. C'était triste pour les gens qui devaient subir les patrons.
C'est surtout moi sur la condition de la femme. Ça m'a fait rappeler un peu les romans de Jane Austen. Soit les femmes étaient obligées de se marier, soit elles étaient obligées de subir. Nous poursuivons avec le coup de cœur cinéma de cette semaine, direction le Grenier à Sel de Trappes avec Gaël Pinault. Bonjour, cette semaine au cinéma Le Grenier à Sel, nous participons au festival Cinéma du Réel qui est organisé par la bibliothèque du Centre Pompidou à Paris. C'est un festival international de films documentaires. Nous recevons le réalisateur du film Ancré qui s'appelle Rachid Jahidani. Son film est présenté dans le festival dans le cadre de la sélection française. Et Rachid Jahidani, il a réalisé en 2012 le film Rengaine. Et il revient là avec un portrait d'un artiste, un peintre contemporain qui s'appelle Yaz. Et on le voit pendant le film, on le voit, donc c'est un documentaire, c'est la vraie vie. On le voit réellement se fâcher avec sa galerie à Paris, se retrouver sans galerie, donc plus aucun moyen de montrer ses œuvres ou de les vendre ou de vivre. Et il va galérer, on va le voir en période de création, donc c'est assez joli à voir, c'est sympa d'assister à ça, cette création. Et ensuite on va le voir aussi rechercher une galerie. Et donc c'est pas une surprise, c'est pas un secret, je peux le dire quasiment à la fin du film. Il va finir dans une galerie à New York qui n'était pas encore ouverte, qu'il va falloir qu'il monte le projet de toute pièce, etc. Donc c'est une énorme aventure que l'on va suivre pendant 1h15 avec le réalisateur et peut-être Yaz aussi qui sera peut-être là. Ce sera donc vendredi 3 avril à 20h45. L'entrée est libre, sur réservation. Vous retrouvez tout ça sur notre site internet www.cinémagrenierassel.com. À bientôt, merci. Après le cinéma, on passe maintenant aux résultats sportifs, au rendez-vous sportif du week-end. Le week-end sera sportif sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alexandre Vial vous propose ce samedi et ce dimanche à 9h30 un circuit training sur la communauté d'agglomération. Alors, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre concept, votre projet ? En fait, moi, je veux proposer du circuit training en fait, sur tout le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, du circuit training, en fait, c'est des ateliers sportifs qui mélangent la musculation et du cardio. Et je compte le faire en fait, sur tout le territoire de Saint-Quentin. C'est-à-dire chaque semaine, évoluer à divers endroits. Étant donné qu'on a la chance d'avoir un territoire riche en milieu naturel. Donc, je veux pouvoir en même temps proposer des séances de sport, mais aussi faire découvrir, pour ceux qui ne connaîtraient pas, certains endroits de la ville nouvelle. Et justement, pourquoi avoir choisi Saint-Quentin-en-Yvelines du coup, pour votre circuit training ? En fait, moi, je suis élan-courtois depuis quasiment 20 ans. Et j'ai voulu, moi, je fais ma pratique donc sur le secteur de Saint-Quentin. Et j'aime bien régulièrement changer. Ce qui fait que j'ai envie de faire découvrir ce panel ce panel de choix qu'on peut avoir, non pas spécialement que pour la pratique sportive, mais aussi ne serait-ce que pour aller se balader ou des endroits où ne serait-ce que de se poser avec les enfants ou quoi que ce soit. Donc il y a tellement de choix variés sur les secteurs de la ville nouvelle que j'ai envie de le faire partager. Et est-ce que vos séances sont vraiment tout public ou est-ce qu'il faut avoir quand même un certain niveau pour faire ce training ? Non, le gros avantage du circuit training, en fait, c'est qu'il est adaptable en fait, à tous les niveaux. Donc c'est pour ça que je le précise bien, comme quoi celui qui a envie de faire du sport, qui part d'une base zéro, ou alors celui qui veut se remettre au sport, celui qui a déjà une base, il peut venir, étant donné que tout est lié à l'intensité que vous allez mettre vous sur les programmes. Donc non, tout le monde est bienvenu et je m'adapte en fait à chaque fois sur Donc un débutant peut parfaitement intégrer votre groupe. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, c'est le but, c'est d'être à plusieurs justement parce qu'on joue sur la motivation et sur l'esprit de convivialité. Et est-ce que justement aussi certains peut-être sportifs qui cherchent la performance peuvent également faire partie de ce training ? Oui, tout à fait, parce que les exercices en fait, que je propose... Est-ce que ça permet justement de se muscler, de vraiment être plus endurant ? Le circuit training, le gros avantage, c'est que vous combinez en fait, donc, la muscu et le cardio, et dans un temps réduit, ce qui fait qu'on joue beaucoup sur les temps de récupération et des choses comme ça. Donc quelqu'un qui est un sportif déjà un peu aguerri peut très bien venir pratiquer, parce que de toute façon, en termes de difficulté, j'adapte à chaque fois la difficulté par rapport à la personne. Donc il y a toujours moyen de s'adapter par rapport au public. Et du coup, ça se fait principalement donc, en extérieur, enfin même totalement en extérieur. Est-ce que vous ne craignez pas justement que ça décourage un petit peu les gens que ça se fasse en extérieur, s'il pleut, s'il fait mauvais ? Non, alors que ça les décourage, non, parce que de toute façon, en extérieur, on est mieux... Enfin, je parle d'un point de vue personnel, on est beaucoup plus à l'aise en extérieur et puis on s'oxygène.
davantage. Donc il y a une notion de plaisir en extérieur qu'on ne retrouve pas lorsqu'on est confiné un peu dans une salle. Et par rapport à tout ce qui est lié à la météo, mis à part le fait qu'on tombe sur une météo qui soit vraiment impraticable, non, quelques gouttes de pluie ou un peu de vent ou un peu de... Le froid ne repousse pas le fait de faire du sport. Vous pouvez le voir autour de vous, même les gens qui courent en plein hiver ou quoi que ce soit, vous en croisez beaucoup. Donc non, c'est pas une crainte, loin de là. Et est-ce que vous attendez beaucoup de monde du coup pour ces ateliers? En fait, moi j'ai limité les places, mes créneaux je les propose à 12 personnes maximum parce que je veux garder ce côté humain en fait, de groupe et non pas le faire l'ouvrir à trop de personnes. En fait, on créerait dans l'environnement naturel une pollution, le fait d'être trop dans un même endroit ou quoi que ce soit. Ne serait-ce que pour le respect de l'environnement, le fait de faire du sport, on peut très vite détériorer ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je l'ai réduit à 12 personnes et je le propose ça donc le samedi matin ainsi que le dimanche matin. Et donc si on veut s'inscrire à vos cours, du coup on fait comment? Alors pour s'inscrire c'est simple, soit vous me contactez via mon site internet, donc www.alexivou.fr, tout attaché. Vous avez aussi mon Facebook, donc qui est en lien sur le site internet, ou alors directement sur mon portable au 06 27 69 61 63. Et je peux vous annoncer que la première séance donc aura lieu donc demain et après-demain. Donc samedi, dimanche à 9h30. À 9h30 au bassin. C'est complet de la Courance. ou Il reste des places. Il reste des places. Et ça sera au bassin de la Courance de Maurepas. Merci beaucoup Alexandre Vial d'être passé sur ce plateau et bon courage du coup, bonne continuation pour vos ateliers. Merci bien. Voilà. Et pour continuer cette émission, 2 rendez-vous sport à ne pas manquer ce week-end. En football américain, les Templiers d'Élancourt jouent un match très important ce week-end. Mal embarqués dans ce championnat élite, les Élancourtois reçoivent les Molosses d'Asnières ce samedi à 20h pour le compte de la 5e journée du championnat élite. Victoire impérative pour les Yvelinois. Les Templiers ont remporté seulement un match depuis le début de la saison. Si vous voulez les soutenir, la rencontre est programmée à 20h au complexe sportif Europe. Il y aura également de la course à pied ce dimanche avec la 21e édition de la Guyancourse. Le départ du 10 km sera donné à 9h30 du gymnase des droits de l'homme à Guyancourt. Le parcours sera une nouvelle fois technique avec une grande boucle en nature sur un terrain vallonné. Il y aura également un tronçon sur route aux alentours du gymnase. Au total, plus de 500 personnes devraient participer à la compétition. C'est la fin de ce 7-8 week-end. Je vous retrouve mardi prochain pour un numéro du 7-8 Sport. Nous parlerons des Templiers d'Élancourt en football américain et de l'équipe de basket de Trappes. Excellent week-end sur TV Fil à 78.